Imaginez une créature dotée d'un corps rappelant celui d'une seiche, avec des yeux montés sur des tiges ressemblant à un serre-tête fantaisie, des nageoires ornant sa queue, et un long nez effilé qui se termine par une bouche garnie de dents, ou peut-être une pince. Et oui, le monstre de Tully est en chasse. C'est incontestablement l'une des créatures étranges que vous aimeriez le moins croiser en plongée sous-marine. Heureusement, cette espèce a disparu il y a 300 millions d'années. Découverte dans l'Illinois au cours des années 50, cette créature marine atypique a longtemps divisé la communauté scientifique quant à sa véritable nature. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'un vertébré, c'est-à-dire une créature dotée d'une colonne vertébrale, tout comme les humains. Toutefois, une équipe de chercheurs japonais a récemment étudié de nombreux fossiles du monstre de Tully, recourant à une technologie laser avancée pour les analyser en détail et en 3 dimensions. Bien que de nombreux mystères entourent encore le monstre de Tully, les scientifiques ont fini par déterminer qu'il ne possédait pas de colonne vertébrale. L'étape suivante a consisté à identifier quel type d'invertébré il pouvait être. Ressemblait-il à un Amphioxus, qui présente des similitudes avec les vertébrés, ou était-il plus proche des escargots et des vers? Ils ont également mis en évidence une segmentation au niveau de la tête, qui s'étendait depuis le corps. Une caractéristique absente chez les créatures dotées de structures osseuses. Pourtant, ces dernières années, certains scientifiques ont avancé l'hypothèse que le monstre de Tully pourrait être apparenté aux poissons sans mâchoire, comme les lamproies. Ces créatures, qui appartiennent au groupe le plus ancien de vertébrés, la superclasse des cyclostomes, ne sont guère plus plaisantes à regarder. Contrairement aux monstres de Tully, les lamproies ne sont pas éteintes. Elles continuent de hanter les océans, effrayant tantôt d'autres créatures, tantôt les humains, notamment dans les eaux des régions nord et ouest de l'Atlantique où elles vivent. Présentes depuis des millions d'années, elles sont même bien antérieures aux dinosaures. Il y a fort longtemps, bien avant l'existence des humains, vivaient les Euryptérides, des créatures singulières, appartenant au groupe des arthropodes, qui comprend les araignées, les insectes et les crabes. Toutefois, les Euryptérides étaient bien différents de tout ce que vous pourriez imaginer. Leur corps, composé de nombreux segments, évoquait celui des limules. À la place des pattes, ils disposaient d'appendices particuliers situés à l'avant, utilisés comme des rames. Certains les surnomment même les scorpions de mer, ou les géants caparaçonnés, bien que la majorité des Euryptérides fussent de taille modeste, à l'exception notable du Jaekelopterus rhenaniae, un spécimen colossal pouvant atteindre une longueur impressionnante de 2,50 m. La prochaine fois que vous apercevrez un crabe déambulant sur une plage ou une araignée tissant sa toile, souvenez-vous de votre chance de ne croiser que des versions modernes et réduites de ses anciens parents, disparus il y a des centaines de millions d'années. Par ailleurs, certains Euryptérides étaient d'habiles prédateurs, rapides et agressifs, pourchassant leurs proies avec agilité, en dépit des courants. D'autres jouaient plutôt le rôle de charognards, se contentant de ramasser les restes qu'ils trouvaient au fond de l'eau, un peu comme une équipe de nettoyage des océans primitifs. Ces créatures singulières appréciaient particulièrement les environnements d'eau saumâtre, une eau dont la salinité se situe entre celle de l'eau douce et celle de l'eau de mer. Imaginez que vous flottiez tranquillement dans l'eau et que soudain, vous tombiez nez à nez avec cette créature. Non, ce n'est pas un étrange petit vaisseau spatial. Vous ne la croiserez pas non plus dans l'espace, même si son allure, semblable à ces créatures extraterrestres que l'on voit dans les films de science-fiction, pourrait s'y prêter. En réalité, vous la verriez flotter dans la mer. Il s'agit d'un animal minuscule, mais doté d'énormes yeux, nommé Dolocaris. Ces globes oculaires représentaient à eux seuls environ un quart de la longueur totale de son corps. Cet aspect presque extraterrestre le fait ressembler à une créature vivant dans les océans souterrains de mondes comme Europe, une lune de Jupiter, ou Titan, la plus grande lune de Saturne. On pourrait même imaginer des êtres semblables à Dolocaris nous réserver un accueil chaleureux lorsque nous poserons un jour le pied sur Mars. Dolocaris possédait une vue remarquable. Toujours en alerte, il surveillait le moindre mouvement autour de lui. Dès qu'il repérait une activité, il projetait sans hésitation ses appendices hérissés de pointe vers l'avant. Bien qu'ils ressemblent à des outils de serrurier au premier regard, ces appendices lui servaient en fait à capturer de petits arthropodes. Ce qui est étonnant, c'est que malgré son excellente vision, Dolocaris passait l'essentiel de son temps à chasser des proies dans des eaux claires et peu profondes. Pourtant, les fossiles retrouvés par les scientifiques se situent dans des couches rocheuses habituellement associées à des habitats sombres, semblables à ceux
où vivent aujourd'hui des espèces comme les crinoïdes des abysses ou les calamars vampires. Cela semble paradoxal, mais une hypothèse propose que ces créatures des grands fonds vivaient jadis dans des eaux peu profondes, avant que les changements géographiques de la Terre ne les conduisent vers les profondeurs. L'origine exacte de Dolocaris reste un mystère. Il pourrait appartenir au groupe des arthropodes, un réservoir fascinant de créatures étranges. Certains pensent qu'il pourrait avoir un lien de parenté avec les crevettes mantes, tandis que d'autres le comparent à des crustacés aveugles et vermiformes, habitant les sombres cavernes sous-marines. Regardez maintenant ce ver gigantesque enfoui sous le sable des fonds marins, attendant patiemment qu'une proie passe à sa portée. Ces créatures anciennes étaient des chasseresses redoutables, parfaitement camouflées dans leurs tanières sablonneuses. Aujourd'hui, 20 millions d'années plus tard, les scientifiques ont mis au jour les traces de leurs repères secrets. Le terrier découvert, en forme de lettre L, a été retrouvé dans d'anciens sédiments au large des côtes de Taïwan. Il mesurait environ 2 mètres de long, mais n'excédait pas 3 cm de diamètre. C'est dans ces abris que vivaient les ancêtres des actuels vers Eunis aphroditois. Ces créatures ont traversé les âges et peuvent mesurer d'à peine quelques centimètres jusqu'à atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres. Une créature plutôt étrange régnait sur les cieux nord-américains à la fin de l'ère des dinosaures. Connue sous le nom de Quetzalcoatlus, elle survolait des espèces emblématiques comme le tyrannosaure et le tricératops, affirmant son statut de souverain absolu du ciel. Ce géant ailé appartenait à un groupe de reptiles volants appelés ptérosaures, qui figurent parmi les plus imposants animaux volants jamais identifiés. Imaginez un Quetzalcoatlus aussi grand qu'une girafe. Ces créatures extraordinaires arboraient de longs cous, de petits corps, des pattes élancées et des ailes qui, bien que massives, semblaient courtes au regard de leur taille. Les spécimens les plus imposants détiennent le record de plus grandes créatures volantes de l'histoire. Leurs crânes, allongés et effilés, étaient parfois ornés de petites crêtes situées à l'arrière de la tête. Pendant longtemps, les scientifiques se sont interrogés sur les méthodes de chasse de ces impressionnants ptérosaures. Certains ont supposé que le Quetzalcoatlus, à l'instar de ses proches, agissait comme un gigantesque vautour, se nourrissant de charognes trouvées ici et là. Cette hypothèse venait du fait que ces fossiles avaient été découverts loin des zones côtières, contrairement à ceux d'autres grands ptérosaures comme le ptéranodon. D'autres spécialistes pensaient que ces animaux excellaient dans l'art du glanage, en planant au-dessus des cours d'eau douce pour attraper des poissons. Cependant, il semblerait que le Quetzalcoatlus ait été un prédateur redoutable, doté d'aptitudes de chasse exceptionnelles. La manière précise dont il capturait ses proies demeure néanmoins un mystère. Voici une autre découverte fascinante. Un fossile particulier, Haotia quadriformis, qui représente la plus ancienne trace de tissu musculaire jamais mise au jour. Ce fossile appartient à un groupe d'animaux, les cnidaires, qui inclut des créatures modernes comme les méduses, les coraux et les anémones de mer. Et avouez qu'il a une apparence vraiment unique, n'est-ce pas? Ce fossile présente des faisceaux de fibres organisés selon un motif symétrique en 4 volets, un agencement semblable à ce que l'on observe chez les cnidaires actuels. Cette structure est sans équivalent parmi les fossiles datant de l'Édiacarien, entre 635 et 540 et 1 million d'années avant notre ère. Bien qu'il puisse sembler étrange, ce fossile joue un rôle clé pour comprendre l'évolution du tissu musculaire chez les animaux. Grâce à de tels muscles, les organismes, nous y compris, ont pu développer de nouvelles stratégies alimentaires et explorer de nouvelles possibilités. Les muscles fossilisés étant extrêmement rares, les chercheurs doivent généralement s'appuyer sur des observations. En 1952, un appareil de l'aviation américaine baptisé 624 Globemaster II s'est écrasé contre une grande montagne alors qu'il ralliait l'Alaska depuis l'État de Washington. Hélas, pas une seule des 52 personnes à bord ne devait y survivre. Le mauvais temps de l'époque a énormément compliqué la localisation du site de ce crash, et même par la suite, toutes les tentatives visant à le localiser ont échoué. Mais en 2012, l'équipage d'un hélicoptère qui effectuait une mission d'entraînement a repéré des débris de l'avion écrasés sur la surface du Colony Glacier. Ils se sont mis en quête d'autres morceaux et ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'avion disparu. Depuis lors, chaque été pendant environ une décennie, différentes escouades militaires se sont jointes à l'opération Colony Glacier. Elles sont parvenues à identifier 40 des 52 personnes qui avaient perdu la vie dans ce crash. Les soldats participant à cette mission n'envisageraient jamais d'abandonner un camarade tombé en mission et estiment
qu'il est de leur devoir de ramener ceux qui n'ont pas survécu. Une autre découverte s'est produite dans les Alpes. En 1980, des randonneurs explorant ces reliefs pittoresques sont tombés sur des restes humains. Ils étaient à moitié prisonniers dans la glace au sommet d'un col de montagne entre l'Italie et l'Autriche. Au début, la police a cru qu'il pourrait s'agir d'un accident d'alpinisme. Mais en quelques semaines, les archéologues ont commencé à affirmer que cet homme pourrait avoir vécu plus de 5000 ans auparavant. On a finalement donné à cet homme congelé le surnom d'Ötzi. Il doit son nom à la vallée d'Ötztal, qui est toute proche. Il a depuis acquis une certaine notoriété comme étant la plus ancienne momie des glaces jamais découverte. L'état de congélation d'Ötzi pourrait ne pas être aussi unique que nous le pensions, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant. Les archéologues ont justement leur propre théorie. Voyez-vous, au début, tout le monde était persuadé que la découverte des restes d'Ötzi marquait le début d'une ère plus froide, car il avait été pris dans la glace sans la moindre interruption depuis qu'il y avait laissé la vie. Pourtant, au cours des dernières décennies, les glaciers et les calottes glaciaires de par le monde fondent comme un sorbet lors d'une chaude journée d'été. Non seulement Ötzi, mais aussi d'autres reliques anciennes comme des corps, des équipements de chasse, du crottin de cheval, et même d'anciens skis ont commencé à émerger. Les archéologues soutiennent donc l'existence de sites similaires. Ils en ont trouvé bon nombre, et tous s'intègrent parfaitement dans ce champ nouveau de l'archéologie glaciaire. Il semble qu'à mesure que le monde se réchauffe, il puisse nous révéler encore bien des secrets provenant du grand froid. Passons à une autre découverte étonnante. En 2018, William Taylor et Nick Jarman explorèrent les pentes enneigées des monts de l'Altaï en Mongolie et sont tombés sur un ancien trésor caché dans la glace. À l'intérieur, ils ont découvert la tige d'une flèche vieille de 3000 ans, bien préservée et ornée de marques couleur ocre. Elle était en parfait état, une rareté pour des objets aussi anciens faits de matière organique. Ils ont également trouvé d'autres fragments, comme une pointe de flèche en bronze à laquelle les bouts de tendons d'un animal étaient encore attachés. Toutes ces reliques du passé étaient restées intactes pendant des milliers d'années, car elles étaient emprisonnées dans la glace. En Mongolie, l'augmentation des températures a fait fondre des plaques de glace qui étaient restées intactes pendant des siècles. Des découvertes similaires ont été faites dans le Yukon, aux États-Unis, en Italie, en Sibérie et en Norvège. Des milliers de sites ont ainsi été identifiés. Pourtant, les chercheurs effectuent une véritable course contre la montre afin de documenter et de préserver ces reliques avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Leur étude remet en question la définition même de ces territoires comme étant des étendues sauvages et démontre que des peuples indigènes y coexistaient avec la nature. Parfois, les gens découvrent aussi des objets du quotidien aussi simples qu'une sandale. Celle-ci, découverte sur un col de montagne du centre de la Norvège, indique que les gens utilisaient déjà cet itinéraire il y a environ 1700 ans. Cela suggère qu'il y avait moins de neige et de glace dans cette région à l'époque. La sandale, datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, ressemble fortement aux sandales romaines de cette époque. Encore une fois en Norvège, des chasseurs ont retrouvé une épée en fer juchée tout en haut d'une montagne, à plus de 1600 mètres d'altitude. Il n'existe aucun site funéraire à proximité, et il est déroutant d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait emmené son épée dans un endroit aussi reculé. Les archéologues suggèrent que le propriétaire aurait pu s'être perdu. Par la suite, en 2011, des objets inhabituels ressemblant à des frondes géantes ont commencé à émerger avec la fonte des glaces. La datation au carbone 14 suggère que cet objet singulier aurait été conçu aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Il mesure plus d'1 mètre de long et présente des entailles au couteau. Les archéologues en ont été intrigués, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe les reconnaisse comme une sorte de tenaille ou de pince, utilisée pour arrimer des ballots de foin ou de feuilles au traîneau. Les gens de la région utilisèrent des traîneaux à foin avec de telles pinces jusque dans les années 50, moment auquel les tracteurs sont devenus plus répandus. Remontons maintenant quelques milliers d'années en arrière. Nous pouvons facilement y parvenir, rien qu'en regardant ce mammouth laineux. Ce pachyderme ressemble un peu à un doudou tout mignon, quoique légèrement usé. Cet ancien colosse, qui a connu son apogée il y a 39 000 ans, est le mammouth le mieux conservé jamais découvert. Même son crin hirsute emblématique est étonnamment bien conservé, car il est resté piégé dans les glaces
jusqu'à sa récente découverte en Sibérie. Cet animal incroyable fait beaucoup parler de lui à Yokohama, au Japon, où des scientifiques effectuent comme des tests qui ambitionnent de ramener cette espèce éteinte à la vie. Lorsqu'on a découvert cette femelle mammouth, on a découvert un trésor inattendu. Un échantillon de son sang préservé sous la glace. On pense donc que ce sang ancien pourrait détenir la clé de la résurrection du mammouth laineux. On a également retrouvé du tissu musculaire bien préservé. Cette femelle mammouth avait entre 50 et 60 ans lorsqu'elle a connu ce destin glacial. La découverte de sang de mammouth a ravivé les débats sur l'éthique de la résurrection de créatures éteintes, à l'instar du scénario de Jurassic Park. Le plan serait d'implanter un ovocyte dans une éléphante moderne pour une gestation de 22 mois, en espérant qu'au moins une cellule de mammouth vivante parvienne à survivre. Grimpés à bord, nous retournons dans les Alpes françaises. Nous nous trouvons non loin du site où un avion d'Air India s'est tragiquement écrasé il y a 46 ans. Heureusement, nous sommes accompagnés d'un secouriste de montagne consciencieux et de son voisin. Ils se sont rendus dans cette zone après qu'un groupe de touristes ait remarqué un objet étrange sur un glacier. C'était un sac. L'ambassade indienne de Paris en a eu vent et semblait déterminée à le récupérer. Ce qui le rend si mystérieux, c'est qu'il portait les inscriptions de courrier diplomatique et ministère des Affaires étrangères. Le vol Air India était en route de Bombay à New York lorsqu'il a piqué du nez en janvier 1970. Il emportait avec lui 117 personnes. Et devinez ce qui se trouvait d'autre dans ce sac, hormis le courrier diplomatique détrempé, une pile de vieux journaux indiens. Aux côtés de ceux-ci, on a également retrouvé des morceaux de la cabine de l'avion, une chaussure esselée et un tas de câbles, des trésors pour le moins inattendus en pleine montagne. Au cours de l'été 2013, sur l'île canadienne de Ward Hunt, des scientifiques d'os sont tombés sur un message laissé par un géologue du nom de Walker, qu'il avait placé là 54 ans auparavant. Ce message lui a servi en quelque sorte de dernier testament, car il est décédé à peine un mois après avoir dissimulé la bouteille dans les rochers de l'île. Le contenu du message était proprement stupéfiant. En 1959, Walker avait mesuré la distance entre ces mêmes pierres et le bord du glacier et l'avait évaluée à seulement 51 mètres. Puis, en 2013, cette distance s'était creusée pour atteindre 122 mètres. Les chercheurs sont convaincus que ce contraste frappant entre les deux relevés ne fait que souligner les conséquences du réchauffement climatique en cours. Imaginez cette glace fondant dans les montagnes de Norvège, comme une machine à remonter le temps qui nous révèle un trésor caché. Près de 800 vestiges vikings, dissimulés depuis plus de 1000 ans, ont été ainsi découverts. Ils nous donnent un aperçu des routes commerciales florissantes de l'époque viking et du rôle crucial des cols de montagne dans ce commerce ancien. Parmi les découvertes, figurent des chaussures en cuir, des moufles de laine douillette, d'élégantes tuniques, des pointes de flèches entières, des fers à cheval, des bâtons de marche et des ustensiles de cuisine provenant de la panoplie d'un chef viking. Il a même gardé quelques souvenirs de son cheval de charge. Ces vestiges nous fournissent de précieux renseignements sur les anciennes habitudes de voyage et sur l'apogée de cette culture, lorsque ces routes débordaient d'activité. Enfin, ils nous donnent un aperçu de la vie de ces anciens aventuriers. Tout semble drôle quand tu es une hyène géante, Pachycrocuta. Si tu veux te représenter à quoi ressemblaient les animaux des temps anciens, imagine-les bien plus gros, avec des dents plus longues et plus pointues. Et c'est déjà pas mal. C'est qu'il fallait être une bête puissante pour survivre à une époque où tout ton entourage était de taille 5XL. Cette hyène mesurait jusqu'à 1 mètre de haut pour un poids de 180 kg. C'est à peu près la taille d'un lion moderne et environ 3 fois plus que celle de la hyène d'aujourd'hui. Cet animal préhistorique avait aussi des pattes plus courtes, ce qui explique aussi l'extinction de nombreux spécimens de cette époque. Au fil du temps, elles ont manqué de nourriture, mais ne pouvaient pas courir assez vite ou assez longtemps pour attraper leur proie. De plus, elles ne pouvaient pas non plus s'échapper assez vite si elles étaient elles-mêmes chassées. Les hyènes anciennes, ainsi que les modernes, ont des habitudes assez similaires. Leur régime alimentaire ? De la viande et encore de la viande. Mais elles préfèrent toutes deux voler de la nourriture à d'autres prédateurs, généralement plus petits, plutôt que d'aller chasser par elles-mêmes. Et bien sûr, elles sont toutes deux toujours en train de rire à gorge déployée. On s'imagine toujours que les requins sont des animaux marins dont on devrait avoir peur, n'est-ce pas ?
Mais pas les baleines, qui semblent plutôt inoffensives, qui mangent tranquillement leur plancton, qui projettent de l'eau par le trou qu'elles ont sur le dos, et tout ça. Bien sûr, elles peuvent être un peu maladroites de temps en temps, et renverser un bateau. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas très portées sur la chasse aux humains. Eh bien, si nous vivions à l'époque de cette baleine de 15 mètres et 50 tonnes, Léviathan, disons simplement qu'aller à la plage ne serait pas vraiment la même expérience. La bête pesait l'équivalent de 6 éléphants et était plus longue qu'un camion. Elle avait des dents plus longues que ta paume et un instinct de chasse assez prononcé. Elle s'en prenait donc à tous les animaux marins, y compris les autres baleines. Son seul rival était le mégalodon, le requin le plus grand et le plus effrayant qui ait jamais vécu sur notre planète. Bien sûr, cette liste est pleine d'animaux géants et dangereux aux dents extra tranchantes, et on est plutôt rassuré qu'ils aient disparu. Mais il y a aussi un proche parent d'un être humain ici. Bonjour, cher... cousin éloigné, Paranthropus. Notre cousin P avait un gros cerveau, en tout cas pour l'époque, et de bons réflexes. C'est pourquoi il pouvait se défendre contre des créatures plus grosses et moins malines qui le poursuivaient. Il mangeait principalement des plantes, des racines, des noix, des fruits mous, de jeunes feuilles, probablement des insectes et des graines. Il mesurait environ 1,50 m et pesait 70 kg. Il n'était pas si grand que ça par rapport à d'autres mammifères préhistoriques, mais tout de même assez gros pour survivre à ces temps difficiles. Bien joué, P. Le suivant est un mammifère préhistorique, Gorgonopsia, ou plutôt un croisement entre un mammifère et un reptile, avec bien sûr de très grandes dents en forme de sabre de 13 cm, un crâne de 45 cm de long et la taille d'un ours moderne. À ses débuts, il était relativement petit, pas plus gros qu'un chien. Mais au bout d'un moment, l'évolution a fait son œuvre et l'a transformé en l'un des plus grands carnivores de son époque il y a plus de 250 millions d'années. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il avait une peau claire, de la fourrure ou des écailles, mais ils savent que cette bête avait des pattes plutôt longues par rapport au reste de son corps, ce qui signifie qu'elle pouvait courir beaucoup plus vite qu'un grand nombre d'autres animaux de l'époque. Andrewsarchus, ou Andy pour les intimes, ressemble en tout point aux prédateurs d'aujourd'hui comme les tigres, les loups ou les hyènes, mais dans une version un peu plus intimidante, bien sûr avec des dents extrêmement pointues. Qui aurait cru que le plus gros mammifère carnivore qui ait jamais vécu faisait en fait partie de la famille dont sont issus les cochons, les chameaux et les antilopes. Il avait la taille d'un bison moderne avec un poids d'au moins une demi-tonne. Andy n'était pas très difficile quant à son alimentation, alors il s'en prenait à la plupart de ses contemporains il y a environ 40 millions d'années. Il semble que dans les temps anciens, les tigres et autres prédateurs avaient peur des cochons, et non l'inverse comme aujourd'hui. Attention, voici le cochon Terminator, Entélodon. Les recherches ont en fait montré qu'il était davantage comme les hippopotames, les baleines et son cousin Andy. Mais ce surnom est génial, alors gardons-le. Les premiers cochons Terminator n'étaient pas plus gros que les porcs d'aujourd'hui, mais ils ont grandi pour atteindre la taille d'une vache au fil du temps. Ils avaient aussi un groin court, mais quelques millions d'années plus tard, l'évolution a décidé que ce n'était pas assez effrayant et a allongé leur mâchoire inférieure et supérieure. Ils ont aussi hérité d'une série de canines encore plus tranchantes. Ouf! Enfin un mammifère ancien que tu n'as pas à craindre. Du moins, si tu ne te trouves pas sur son chemin, car si ce géant te marchait dessus par accident, splash! Mais au moins, son menu était composé de plantes, donc tu serais en sécurité à ses côtés. Laisse-nous te présenter ce gentil géant, la bête du tonnerre, Brontotherium. Il avait une corne nasale assez robuste, pesait 3 tonnes et mesurait 5 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un rhinocéros moderne. Sa taille, malheureusement, ne l'a pas beaucoup aidé. Andy était toujours en train de le chasser, lui et ses compagnons. Une telle liste ne peut certainement pas omettre le fameux chat à dents de sabre. Environ 1,20 m de long, 45 kg, agile, tout à fait capable de chasser en meute coordonnée. Mais tu connais les chats, ils aiment se vanter des prises qu'ils font seuls. Voici donc Mégane, Mégantéréon, que tu pouvais trouver avec ses compagnons dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. On pense souvent que tous les grands chats aiment courir après leur proie, mais Mégane n'était pas du tout bâtie pour la vitesse et ne sprintait pas après ses proies comme certains autres félins. Non, elle préférait attendre que sa proie se rapproche. Elle choisissait un bon endroit, grimpait dans un grand arbre, se cachait et se reposait. Au bout d'un moment, d'innocents herbivores s'approchaient pour boire et bim, surprise, Mégane était déjà à terre. Son style de chasse ressemblait à ce que l'on peut observer chez les léopards modernes.
Les dents étaient son arme principale. Il fallait faire attention à ses grosses canines supérieures. Maintenant, enfin un nom relativement facile à prononcer, l'Arctodus. Cette bête pouvait courir jusqu'à 65 km/h. Après avoir coincé sa proie, l'ours géant se dressait de toute sa hauteur, 4 mètres, pour que le pauvre animal sache que son sort était scellé. Les ours des cavernes préfèrent généralement les végétaux, mais pour cet ours géant, la viande avait bien meilleur goût. Il aimait chasser et ramasser ce que les autres prédateurs laissaient derrière eux. Voici maintenant Léo, le lion préhistorique. Thylacoleo, 1,50 m de long, 90 kg, des mâchoires incroyablement puissantes, des dents pointues, de longues griffes rétractables, un corps musclé, une belle peluche. Il avait aussi une queue étonnamment puissante. Léo vient en réalité du continent australien où vivaient les kangourous ancestraux, qui avaient aussi une queue assez forte pour s'équilibrer. En parlant de kangourous, voici une petite surprise. Les racines de Léo. On pourrait croire que les kangourous, les koalas et les wombats géants ont toujours existé pour mener une vie paisible jusqu'à ce qu'ils deviennent le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Mais leur famille a donc abrité un animal qui ressemblait à un tigre à dents de sabre, avec de plus grandes dents. Bien joué Léo, tu as brisé les stéréotypes. Léo était quasiment au sommet de la chaîne alimentaire à son époque, même s'il avait un rival assez fort, un varan géant, Megalania, ou même un crocodile géant, Quinquana. Mais ce n'est pas une vidéo sur les reptiles, alors attendez votre tour. À l'ère préhistorique, les dinosaures régnaient sur toutes les régions, semant le chaos, tandis que les autres animaux tremblaient de peur et se cachaient. Pas si vite, messieurs les dinos. Voici Monsieur R, Repenomamus, un mammifère mystérieux qui a décidé de tenir tête aux autorités. Il est apparu il y a 130 millions d'années, ressemblait à un blaireau et mesurait 1 mètre de long. Ce ne semble pas beaucoup comparé à un T-Rex et à d'autres animaux plus massifs, mais il était bien plus grand que certains de ces dinosaures à plumes de la même époque. Et ce n'est pas tout, il les mangeait. Nous ne savons pas comment exactement, mais... disons simplement que Monsieur R avait ses propres méthodes. Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retrievers mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce.
Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Mégatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 300 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de las prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le vélociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes, et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes. Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Shastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Shastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac.
Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Chaque espèce sur Terre, que ce soit vous, moi ou ce voisin insupportable, est destinée à disparaître un jour, tout comme les mammouths laineux et les tigres à dents de sabre. Les statistiques ne sont pas réjouissantes. Les scientifiques estiment que 99% de toutes les espèces animales ayant jamais existé sont aujourd'hui éteintes. Enfin, pas la peine de faire cette tête. Disparaître n'est pas la fin de l'histoire. Écoutez plutôt, les mammouths pourraient ni réaliser le plus grand retour de tous les temps et même être la clé permettant de sauver l'humanité. Certes, ils ne vont pas nous distribuer de l'argent pour que nous puissions arrêter de travailler, mais ils pourraient contribuer à atténuer la crise climatique de notre planète. Dans la toundra arctique existe un type de sol appelé permafrost. C'est un sol gelé en permanence. Il devient le permafrost lorsqu'il reste extrêmement froid pendant 2 années consécutives. Mais actuellement, ce permafrost fond rapidement. Et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, car en fondant, il libère une grande quantité de carbone dans l'atmosphère. Mais que se passerait-il si de grands animaux comme les mammouths vivaient encore là-bas aujourd'hui? Ils remueraient le sol, ce qui lui permettrait de geler plus profondément en hiver. Puis, en été, une couverture herbeuse aiderait à le maintenir au frais et à l'empêcher de fondre. Certains scientifiques pensent que c'est une excellente solution. Et il existe maintenant une entreprise aux États-Unis qui essaie de ressusciter les mammouths. Bon, soyons honnêtes, ce ne seront pas de véritables mammouths, mais une sorte d'hybride entre un éléphant et 1% d'ADN de mammouth. Un éléphant du Nord, en somme. Obtenir l'ADN d'un mammouth est plus simple que vous ne l'imaginez. Ils ont en effet disparu il y a seulement 10 à 14 000 ans et les scientifiques espèrent créer leur premier hybride d'éléphant mammouth d'ici 2027. Espérons que ça ne tournera pas en un véritable Jurassic Park. Ah, l'Australie, un lieu de cauchemar et un sanctuaire pour les créatures les plus fascinantes sur Terre. C'est ici qu'un triste destin a frappé le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine. Ne le confondez pas avec le diable de Tasmanie qui vit encore et prospère sur cette île. Le thylacine était un prédateur marsupial que l'on trouvait en Australie, au sud de la Tasmanie, ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. C'était un animal nocturne qui chassait d'autres marsupiaux, comme les kangourous. Dans les années 30, les agriculteurs ont commencé à prétendre que les thylacines s'en prenaient à leur bétail. Avec le recul, c'était probablement exagéré. Mais les Australiens ont commencé à chasser ces pauvres thylacines jusqu'à l'extinction. Il s'avérerait par la suite qu'éliminer ce prédateur crucial n'était pas la meilleure idée. Qui l'eût cru? Voyez-vous, les thylacines jouaient un rôle essentiel en régulant les populations d'animaux nuisibles. Une fois disparue, la faune australienne s'est trouvée gravement déséquilibrée. 35% des extinctions totales de mammifères sur Terre se sont produites ici, un triste record mondial.
Cela peut sembler lugubre, mais attendez, nous pourrions bien y remédier. Vous vous souvenez de cette entreprise dont nous avons parlé? Elle envisage aussi de ramener le thylacine à la vie. Heureusement, de nombreux embryons sont encore conservés dans des bocaux comme de répugnants cornichons. Si nous les réintroduisons en Tasmanie, cela pourrait revitaliser tout l'écosystème. Seriez-vous heureux de les voir retourner à l'état sauvage? Moi oui. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait que vous vous abonniez pour rester informé sur ces faits étonnants tout au long de l'année. Nous plaçons aussi de grands espoirs dans de plus petites créatures. Voici le Mount Hotham Ski Resort dans l'état de Victoria, en Australie, où vous pourriez découvrir l'opossum nain des montagnes, qui est incroyablement mignon. Ces petits animaux sont très rares. Nous avons même cru qu'ils étaient éteints, car tout ce que nous avions, c'était leurs fossiles. Mais un jour, en 1966, un skieur a découvert un opossum dans un tas de bûches qui bordait son chalet. Imaginez faire une telle découverte pendant vos vacances. Ces petits opossums passent jusqu'à 7 mois de l'année à dormir sous la neige. Ils se réveillent de temps à autre pour grignoter leurs provisions. Puis au printemps, ils s'activent pour manger encore davantage, trouver un partenaire et retourner en hibernation. Difficile de ne pas se reconnaître, n'est-ce pas? Et puisqu'ils sont mentionnés dans cette vidéo, vous pouvez deviner qu'ils sont gravement menacés. Il en resterait moins de 2000 à l'état sauvage. Cela est dû au fait que leur habitat actuel n'est pas adapté à leurs besoins. Mais réjouissons-nous, car nous pouvons aussi les aider. Voyez-vous, il y a environ 20 millions d'années, les ancêtres de ces opossums vivaient dans des forêts de basse altitude. Peut-être se porteraient-ils mieux si nous les réintroduisions dans un tel environnement? Bien sûr, nous ne pouvons pas simplement les balancer dans les bois en espérant qu'ils survivent. Les scientifiques prévoient plutôt de les relâcher progressivement et d'observer comment ils s'adaptent. Espérons que ces adorables créatures s'adapteront à leur nouvel habitat forestier. La grenouille Rheobatrachus, également surnommée la grenouille ornithorynque, était une créature unique en son genre. Découverte en 1972 dans le Queensland australien, ces pratiques de reproduction étonnantes ont stupéfié les chercheurs. Imaginez plutôt. La mère grenouille avale ses œufs, transformant son estomac en utérus. Ensuite, elle ne mange plus du tout pendant 6 semaines. Je ne pourrais jamais faire ça. Pendant ce temps, les têtards éclosent dans son ventre, commencent à grandir et deviennent si grands que la mère doit littéralement respirer par sa peau. Puis, elle expulse ses petits un par un. Burk. Ce processus extraordinaire est une remarquable réussite évolutive, ce qui explique pourquoi il a tant captivé les chercheurs. Hélas, cet émerveillement devait être de courte durée. Vers le milieu des années 80, toutes les espèces connues de ces grenouilles avaient disparu de leurs habitats. Pourquoi? Nous n'en avons aucune idée précise. Il existe de nombreuses théories, mais presque aucune preuve pour les étayer. Finalement, ces grenouilles ont été officiellement déclarées éteintes. Mais tout a changé en 2013, lorsque les scientifiques ont lancé un projet révolutionnaire baptisé Projet Lazarus. Ils espèrent ressusciter ces grenouilles en expérimentant des techniques de clonage novatrices. Êtes-vous prêts à adopter leur méthode de conservation génétique? Moi non plus. Mais allons plus loin, en plongeant littéralement dans les eaux. Voici le coelacanthe. Cette créature habitait les océans à l'époque des dinosaures et n'a même pas remarqué l'astéroïde qui est passé par là. Ces poissons sont les Mathusalem de la mer. Ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans et ne commencent à envisager la reproduction qu'à partir de 55 ans. Au moins, ils ont beaucoup de temps pour profiter de la vie. Nous pensions que cette créature avait disparu il y a environ 65 millions d'années, mais le premier spécimen de Latimeria a été découvert au large de la côte sud-africaine en 1938. Aujourd'hui, ils sont connus sous le nom de fossiles vivants. Et ces poissons sont énormes. Ils pèsent environ 90 kg et sont également stylés, avec ces nageoires lobées qui les font ressembler à des boules à facettes. Ce sont aussi d'excellents acrobates. Grâce à ces nageoires polyvalentes, ils peuvent même faire le poirier et nager sur le dos. Le coelacanthe est également casanier. Il est plutôt léthargique et préfère passer ses journées dans des grottes sous-marines, ne sortant que la nuit pour grignoter de petits poissons et autres calamars. Encore un animal qui me ressemble littéralement.
Nous faisons de notre mieux pour préserver cette espèce, et je ne serais guère surpris qu'elle nous survive à tous. Et enfin, parlons du spécimen le plus grand et le plus maladroit de tous les oiseaux incapables de voler de Nouvelle-Zélande, le takahe de l'île du Sud. L'histoire du takahe remonte à l'ère du Moyen-Âge. Les hommes les ont involontairement chassés jusqu'à l'extinction, et à la fin du 19e siècle, on pensait qu'ils avaient complètement disparu. Mais en 1948, ils ont été redécouverts en Nouvelle-Zélande. Ces pauvres créatures avaient fait de leur mieux pour se cacher dans les montagnes, mais nous les avons finalement retrouvés. Cependant, les choses ont changé. Depuis cette redécouverte, nous avons tout mis en œuvre pour les préserver de l'extinction. Un programme de rétablissement des takahe a été mis en place et il a porté ses fruits. La population de ces oiseaux a considérablement augmenté. En 2023, la population de takahe a atteint environ 500 individus. Ils sont désormais considérés comme vulnérables au niveau national, et non plus comme en danger critique d'extinction. C'est un menu progrès, mais un progrès tout de même. Continuons sur cette lancée. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousses et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface.
Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil.
Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'il y a eu une époque où l'humanité était si peu nombreuse qu'elle a failli disparaître. Cela s'est produit il y a environ 900 000 ans, lorsque nos lointains ancêtres ont traversé une crise majeure. Des études récentes révèlent qu'il n'aurait subsisté qu'environ 1280 individus, un chiffre incroyablement faible. C'est comme si une seule petite communauté ou un très petit village se retrouvait isolé sur notre planète. La race humaine a traversé un goulot d'étranglement démographique où près de 98% de sa population a disparu. Cette période de difficultés extrêmes a duré plus de 100 000 ans, de 930 à 813 000 ans avant notre ère. Les raisons exactes de cette catastrophe demeurent floues, mais elles semblent être liées à d'importantes variations climatiques. Nous parlons d'une époque où les périodes de froid s'étendaient sur de très longues durées. La mer était plus froide et les glaciers plus nombreux. Les moussons étaient extrêmement violentes, mais paradoxalement, il pleuvait moins. Ces bouleversements ont affecté les espèces animales et végétales en Afrique et en Eurasie, entraînant la disparition de nombreuses plantes et animaux dont dépendaient les humains pour se nourrir. Nos ancêtres ont toutefois su faire preuve de résilience et ont réussi à se rétablir malgré ces épreuves difficiles. Leur nombre a commencé à croître de nouveau grâce à une plus grande maîtrise du feu, et les températures plus clémentes ont également contribué à leur survie. Mais imaginons un instant que la nature ait eu raison de nous et que l'humanité se soit vraiment éteinte à cette époque. Faisons un petit saut dans une dimension parallèle où cela s'est effectivement produit. Dans cet univers, il n'y aurait ni empire, ni pyramide, pas plus que les impressionnantes réalisations laissées par les civilisations anciennes. Pas de quartier, pas de ville, pas de parc préféré, ni ce banc où vous aimez vous asseoir et siroter votre café. Pas de café, une cruelle absence. Pas de piscine, de parc d'aventure, ni de plage surpeuplée. Aucune créature ne pourrait se rendre sur un autre continent séparé par l'océan, sans navire, ni avion pour les transporter. Les animaux devraient attendre le déplacement des plaques tectoniques pour explorer de nouveaux territoires. Wow! Vous réalisez à quel point le monde est incroyablement silencieux. La nature ne produit presque jamais autant de bruit que les humains. Nos bâtiments sont bruyants, tout comme les voitures, nos motos et tous ces véhicules pétaradants. Si vous vivez près d'un aéroport, vous savez combien les avions peuvent être assourdissants. Ici, aucun téléphone ne sonne, aucune musique ne s'échappe des bars ou des salles de gym. Et regardez ce ciel d'un bleu pénétrant. Vous n'avez jamais vu un ciel pareil dans votre monde. La pluie et le vent nettoient la surface de notre planète, bien qu'il n'y ait pas beaucoup à faire sans la poussière et le smog produit par nos activités. Il y a bien de la poussière, mais d'un autre type, celle que génère la nature. Nous ne la remarquons pas vraiment car nous avons tous ces systèmes de chauffage et de climatisation qui brassent l'air et cette poussière partout. Les seules sources d'eau potable sont les lacs et les rivières, où de nombreux animaux différents se regroupent. Il faut un certain temps pour s'y habituer, où que vous alliez, des bêtes sauvages défilent sous vos yeux. Pas de chiens, ni de chats, ni aucun autre de ces animaux domestiques familiers. Il n'y a pas non plus d'électricité. Si vous avez emporté votre téléphone, prenez quelques photos rapidement, car vous ne pourrez pas recharger votre appareil une fois la batterie épuisée. Il n'y a pas d'internet non plus, donc vous serez le seul à voir ces photos. C'est tellement étrange de voir de l'herbe si haute et sauvage. Personne pour la tondre, ce qui rend la marche difficile, surtout en l'absence de route. Vous n'avez ni faux, ni outils pour dégager le chemin, car l'humanité n'a jamais atteint ce niveau de progrès. Ouah, il y a des plantes que vous n'aviez jamais vues auparavant. Chaque fois qu'un arbre laisse tomber une graine, quelque chose de nouveau peut pousser. Et sans humain pour choisir quelle plante cultiver, la nature se développe librement. Vous ressentez soudain une certaine nostalgie pour les carottes, les brocolis, les pommes de terre et tous les autres légumes que les gens cultivaient autrefois dans leurs fermes. Vous entendez des tonnes d'insectes bourdonner autour de vous. D'habitude, nous faisons tout pour nous en débarrasser, mais maintenant, sans humains, vous réalisez à quel point ils peuvent être vraiment agaçants. Le soleil se couche, sans lumières électriques, toutes les créatures suivent simplement le rythme de la nature. Si vous voulez faire une promenade de nuit, attendez que la lune et les étoiles illuminent votre chemin. Mais soyez vigilants face aux prédateurs nocturnes. Vous pourriez croiser des fauves qui n'ont pas survécu dans un monde dominé par les humains.
Le feu. Heureusement, il y a une rivière à proximité. Vous plongez dans l'eau et atteignez l'autre rive. Les incendies sont plus fréquents dans un monde sans humains. Par exemple, la foudre peut frapper un arbre ou enflammer des broussailles. Personne n'est là pour éteindre les flammes, de sorte que les incendies continuent de se propager jusqu'à ce qu'ils finissent par s'éteindre d'eux-mêmes. Il est difficile d'appréhender le monde de cette manière. Mais il est encore plus difficile d'accepter que la Terre se porte bien sans nous, tout comme elle se porte bien sans les dinosaures, les mégalodons, les mammouths laineux, les dodos, et d'autres créatures anciennes qui se sont éteintes. Retournons à nos recherches. Certains scientifiques ne pensent pas que nos anciens ancêtres aient été si proches de l'extinction. Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont eu recours à FitCall, un outil spécialisé qui aide à étudier les changements dans les anciennes populations humaines en examinant les données génétiques des humains modernes. Ils ont analysé l'ADN de plus de 3000 individus en Afrique et au-delà, juste pour cette étude. Certains chercheurs estiment que la population réelle aurait pu être plus élevée que ce que les données suggèrent. La méthode employée se concentre sur un groupe limité d'individus, reproducteurs, et pourrait ne pas refléter fidèlement la population totale. Il existe de nombreux sites archéologiques en Eurasie et en Afrique, datant de l'époque où ce déclin démographique aurait pu se produire, ce qui laisse penser que ce phénomène pourrait n'avoir affecté que certains groupes dans des régions spécifiques. Quoi qu'il en soit, cet événement n'a pas marqué la fin, mais plutôt un nouveau commencement. 2 chromosomes ancestraux ont fusionné pour former ce que nous connaissons sous le nom de chromosome 2 chez les humains modernes. Cette fusion pourrait avoir marqué le début d'une nouvelle espèce, avec une séparation entre nos ancêtres et d'autres humains primitifs tels que les Néandertaliens et les Denisoviens, nos cousins éloignés. Des preuves suggèrent que cette hypothèse est plausible, puisque notre ancêtre commun vivait il y a environ 5 à 700 000 ans. Bien que les humains aient survécu à ces périodes critiques de l'histoire, les scientifiques pensent que l'extinction de notre espèce n'est qu'une affaire de temps plutôt qu'une simple hypothèse. Nos champs seront envahis par la végétation, les villes se transformeront en ruines, et les ponts finiront par s'effondrer. La nature reprend rapidement ses droits sur les lieux abandonnés par l'homme. Regardez comment les racines et les arbres ont envahi le temple de Taprom au Cambodge. Mais les ruines romaines défient le temps depuis plus de 1500 ans, et certaines constructions modernes pourraient également résister à l'épreuve du temps. Finalement, la nature finira par tout décomposer. Si les humains venaient à disparaître, qui pourrait nous remplacer? Il a fallu 200 millions d'années pour que notre espèce évolue à partir des premiers mammifères. Qui pourrait répéter ce processus? Le dernier ancêtre commun des chimpanzés et des humains a vécu il y a 8 millions d'années. Il est donc possible qu'une nouvelle espèce capable d'accéder à la technologie puisse émerger des chimpanzés si l'Homo sapiens venait à disparaître. Mais prudence. Le paradoxe de Fermi soulève une question fascinante. Bien qu'il existe des centaines de millions de planètes telluriques dans notre galaxie susceptibles d'abriter la vie, nous n'avons encore trouvé aucune preuve de son existence. Notre galaxie a 13 500 millions d'années. Le temps n'a donc pas manqué pour que la vie se développe. Une explication possible est que certaines étapes cruciales dans l'évolution d'une vie intelligente sont si rares qu'elles se produisent à peine. Ainsi, la Terre se passerait bien de nous, et nous serions les seuls à déplorer. Actuellement, il y a environ 20 milliards d'animaux sur Terre. Dans des conditions idéales, nous pourrions en avoir 5 milliards de plus. Cependant, de nombreuses espèces ont disparu, et environ 44 000 sont actuellement en danger. Le plus grand événement d'extinction massive récent s'est produit à l'époque des dinosaures, éradiquant 75% des espèces sur Terre. Le wallaby de Gray, un parent éloigné du kangourou moderne, possédait un authentique super-pouvoir, la vision nocturne. C'est pourquoi il était principalement actif la nuit. Mesurant 1 mètre de haut, il se nourrissait d'herbes, de feuilles, de fruits et d'autres plantes. Ces wallabies vivaient dans les étendues herbeuses, proches des marécages et autres plans d'eau, mais leur existence fut de courte durée. Au XIXe siècle, leur population avait considérablement diminué, les rapprochant de l'extinction. En 1920, il ne restait plus que 14 de ces wallabies à l'état sauvage. Une mission de sauvetage fut organisée afin de capturer les 14 derniers spécimens et de les protéger. Mais hélas, la situation s'aggrava davantage et 10 de ces wallabies perdirent la vie. Les 4 restants furent transférés dans une installation spéciale où le dernier d'entre eux finirait par mourir en 1939. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule photo du wallaby de Gray.
Bien qu'on ait rapporté en avoir observé après cette date, aucune preuve n'a jamais été fournie, et ce marsupial a été officiellement déclaré éteint dans les années 70. Les ours à face courte étaient une espèce unique vivant en Amérique du Nord, et plus particulièrement en Alaska. Ces plantigrades massifs pesaient environ 680 kg. Lorsqu'ils se tenaient sur leurs pattes arrière, ils mesuraient environ 3,60 mètres de haut, soit 30 cm de plus que le plus grand ours actuel, qui est l'ours polaire. Contrairement à la plupart des ours modernes, qui sont omnivores, à l'exception des ours polaires, ces ours étaient exclusivement carnivores, ce qui a conduit à leur extinction. À la fin de l'ère glaciaire, la disparition de nombreux herbivores a entraîné une pénurie de nourriture pour ces prédateurs. Ils étaient alors les sprinteurs du monde des ours, et les plus rapides à avoir jamais existé. Ils pouvaient atteindre une vitesse de pointe de 64 km/h, soit 8 km de plus que les grizzlies. On compte actuellement près de 400 millions de pigeons dans le monde. Autrefois, une espèce d'oiseau appelée tourte voyageuse abondait en Amérique, surtout dans les forêts de l'Est. Elles étaient plus d'1 milliard, mais leur nombre a rapidement chuté à zéro en à peine quelques années. Avec leurs petites têtes, leurs longs cous, longues queues, leurs grandes ailes et leurs puissants muscles pectoraux, elles pouvaient parcourir de très longues distances. La dernière tourte voyageuse, baptisée Martha, est morte en captivité en 1914, marquant la disparition de cette espèce dans l'écosystème américain. Les élans sont des animaux imposants, mais ils paraissent minuscules comparés aux mégalocéros, ou élans irlandais aujourd'hui disparus. Cet élan préhistorique mesurait environ 2,10 mètres de haut à l'encolure et possédait des bois impressionnants d'une envergure de 3,60 mètres. Aujourd'hui, les élans ne mesurent qu'1,30 mètre à l'épaule et ont des bois d'environ 1,20 mètres de long. Malgré son surnom, cet élan se trouvait partout dans le monde, de l'Asie jusqu'à l'Europe. Il a été nommé ainsi car un spécimen parfaitement conservé a été découvert près de la capitale irlandaise de Dublin. Le dernier mégalocéros s'est éteint en Irlande, en raison de son incapacité à s'adapter aux changements climatiques de l'ère post-glaciaire. Quelque part au cœur des forêts du Costa Rica vivait le crapaud doré, une créature fascinante. Découvert en 1966, ces batraciens se rassemblaient dans un lieu précis pour s'accoupler. L'année suivante, en 1967, une grande population de ces crapauds dorés a été observée. Mais l'année d'après, seuls 10 à 11 individus furent aperçus. En 1968, enfin, on n'a plus aperçu qu'un unique mâle solitaire. Les recherches pour retrouver les crapauds dorés se sont poursuivies pendant des années, et en 2004, ils ont été officiellement déclarés éteints. Cette extinction n'était pas due aux humains pour une fois, mais à l'impact de la sécheresse des années 80. Cependant, le coup de grâce est venu sous la forme d'une nouvelle espèce de champignon chytride, causant l'épaississement de la peau des batraciens et entraînant une mort prématurée. Ce champignon est responsable de l'extinction de plus de 90 espèces de grenouilles et d'amphibiens, posant ainsi une sérieuse menace pour leur survie. Le Canada est un pays glacial, comme chacun le sait, et personne ne s'attendrait à y trouver des oiseaux tropicaux, comme des perroquets. Pourtant, il existait autrefois une espèce de perroquet qui vivait en Amérique et dans certaines parties du Canada, la conure de Caroline. Ces oiseaux magnifiques avaient une tête jaune-orange et un corps vert. Ils aimaient se percher dans les grands arbres le long des rivières et se nourrissaient principalement de graines de xanthium, lesquelles sont toxiques pour les humains. L'oiseau, pour sa part, n'avait aucun problème à les consommer. De plus, en ingérant ces dangereuses graines en grande quantité, leur chair devenait toxique, et les prédateurs n'apprécient guère de manger des oiseaux toxiques. Bien que ces perroquets aient été très nombreux, avec plusieurs millions d'individus, leur population a progressivement diminué depuis l'ère glaciaire, principalement en raison des changements de température. En 1939, il n'existait avec plus de conures de Caroline à l'état sauvage. Le lion d'Afrique actuel avait un cousin bien plus imposant et redouté, le lion de l'Atlas. Mentionné dans de nombreux récits célèbres, ces grands félins étaient décrits comme de terrifiantes bêtes féroces. Ils sont considérés comme la plus grande espèce de lion à avoir jamais existé, pesant environ 270 kg et mesurant 2,70 mètres de la tête à la queue. Malheureusement,
Ce lion a été déclaré éteint dans les années 90 en raison de divers facteurs. Et aujourd'hui, nous ne possédons plus qu'une seule photographie de l'animal prise depuis un avion. Les perruches de paradis étaient originaires d'Australie. Ces oiseaux se distinguaient par leurs couleurs éclatantes et leur méthode de nidification unique, qui consistait à choisir des termitières pour y déposer leurs œufs. Malgré leur beauté, ils ont toujours été menacés d'extinction pour des raisons encore peu connues, bien que leurs nombreux prédateurs, parmi lesquels les souris et les rats, aient certainement contribué à leur déclin. La dernière perruche de paradis a été observée en 1972, et aujourd'hui, ces oiseaux ne peuvent être vus que dans les musées. Le golfe du Mexique abritait autrefois les phoques moines des Caraïbes, qui appréciaient particulièrement le climat subtropical chaud de la région. On les trouvait le plus souvent près des récifs et des îles, à la recherche de nourriture. Pareillement à nous, ils raffolèrent également des plages de sable où ils se reposaient en grands groupes d'une centaine d'individus. Les phoques moines sont considérés comme éteints depuis 1950, mais quelques spécimens sont encore visibles dans 2 musées du Royaume-Uni. Comme nous le savons tous, les zèbres ont des rayures noires et blanches, mais autrefois, une espèce de zèbre, le quagga, avait une particularité. Seule la moitié avant de son corps arborait des rayures brunes et blanches, tandis que l'arrière était simplement brun et le ventre blanc. Les quaggas vivaient dans le sud de l'Afrique, dans les prairies et pâturages humides, se nourrissant d'herbes et de plantes, tout comme les zèbres d'aujourd'hui. Le dernier quagga est mort en 1888, mais tout espoir n'est pas perdu. Des recherches sont effectivement en cours visant à réintroduire cette espèce disparue dans la nature. L'Australie est connue pour sa faune extravagante, au sein de laquelle les grenouilles Rheobatrachus étaient particulièrement fascinantes. Contrairement aux grenouilles ordinaires, celles-ci incubèrent leurs petits dans leur estomac et donnèrent naissance en vomissant environ 25 jeunes grenouilles entièrement formées. Parfois, leur estomac était tellement gonflé qu'il leur fallait respirer par la peau. 2 espèces de cette grenouille ont été découvertes dans les années 70 par un certain Mike Taylor, dans le nord et le sud de l'Australie. Malheureusement, une décennie après leur découverte, les 2 espèces ont disparu principalement à cause du champignon chytride que nous avons évoqué plus tôt. Cependant, elles font également l'objet d'un programme de désextinction, et les chercheurs ne ménagent pas leurs efforts pour les réintroduire dans leur habitat naturel. Psst, cours! Vraiment! Ce n'est pas sûr dehors. Il y a un tigre à dents de sabre qui rôde. Tu devrais faire attention. Qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Ok, juste un petit coup d'œil. Comment c'est possible, tu te demandes? C'est parce que tu es dans la réalité virtuelle, bien sûr. Ces grands félins aux allures sympas, mais très dangereuses, ont vécu pendant la dernière période glaciaire. Et s'ils décidaient d'apparaître sur le pas de ta porte, comme par enchantement? Toc toc. Un chat à dents de sabre attend que tu lui achètes des biscuits. Le coélacanthe, ce poisson à l'aspect imposant, est issu d'une lignée qui existe depuis plus de 300 millions d'années. Nous pensions qu'il n'existait plus jusqu'en 1938, date à laquelle un coélacanthe vivant a été retrouvé. Depuis lors, ils errent dans les eaux de la côte est de l'Afrique et dans les eaux de Sulawesi en Indonésie. Mec, je ne voudrais pas aller nager et rencontrer un de ces gars-là face à face. Leur mâchoire a une articulation intracrânienne, ce qui signifie que leur bouche s'ouvre beaucoup. C'est pour qu'ils puissent manger de grosses proies, comme moi. C'est pas bon. Ils sont énormes aussi. Imagine un poisson qui est aussi long que toi et qui pèse autant qu'un humain ordinaire. On pensait que le takahe, un oiseau incapable de voler, avait disparu en 1898. Ils sont très beaux, petits et multicolores. Habituellement, pas plus haut que ton genou. Mais imagine ça, tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes Murchison, tu regardes autour de toi et tu aperçois l'oiseau que tu croyais disparu. Mais ils sont là, plus heureux que jamais, en train de survivre et de se rafraîchir. Une colonie entière de takahe a en effet été trouvée 50 ans seulement après qu'ils aient été déclarés éteints. Bon travail, petits oiseaux. Un chien qui chante, tu en as déjà entendu parler ? Riley chante parfois quand il s'ennuie ou qu'il a faim, mais ceux-là sont de vrais artistes. Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Ils ont été récemment découverts à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été complètement éteints au départ. Les Néo-Guinéens se sont assurés qu'ils soient en sécurité à côté d'eux. Mais à l'état sauvage, très rare et difficile à apercevoir. Regarde, en voilà un.
Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont appelés ainsi en raison de leur célèbre chant aigu. Ils chantent aussi parfois ensemble. Une sorte de chorale de chiens où ils hurlent tous ensemble. Je parie qu'ils chantent mieux que moi sous la douche. Pas très loin d'ici, nous avons des chauves-souris. Mais celles-ci sont un peu différentes. Tu vois, leurs oreilles sont énormes. Je suppose que c'est pour ça qu'on les appelle les chauves-souris à grandes oreilles de Nouvelle-Guinée. Malin! L'espèce a été retrouvée quand l'une d'entre elles a été accidentellement prise dans un piège à chauves-souris. Jusque-là, je suppose qu'elles jouaient à cache-cache avec nous, car jusqu'en 1890, on les croyait disparues. Elles ne sont toujours pas hors de la zone de danger à cause de la perte d'habitat. Imagine que tu découvres un fossile d'une espèce que tu croyais éteinte depuis longtemps, et que 2 ans plus tard, tu trouves un groupe entier vivant de cette espèce. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977 avec le crapaud accoucheur de Majorque. Il est d'une couleur brunâtre, avec des taches plus foncées sur sa peau. En dehors de cela, c'est juste un petit crapaud avec des yeux globuleux. Le groupe de crapauds vivants a été trouvé près de l'endroit où se trouvait le fossile, sur l'île de Majorque. Il n'en reste pas beaucoup, environ 500 en fait, et à l'heure actuelle, ils sont déclarés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Es-tu un fan de tortues? Tu le seras quand tu jetteras un coup d'œil à cette énorme beauté. Elle s'appelle Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. Elle n'avait pas été vue depuis 1906, mais le 17 février 2019, nous avons enfin pu regarder l'une de ces magnifiques créatures. Elle est probablement dehors avec quelques-uns de ses compagnons en ce moment, mais elle ne se laisse pas voir non plus. Nous savons seulement qu'elles existent parce qu'il y a quelques traces et odeurs. Voici une autre grenouille, la grenouille marsupiale cornue. On la trouve en Équateur dans la forêt de Choco, pour être plus précis. On les appelle ainsi à cause de leurs cornes distinctes juste au-dessus de leurs yeux. Tu connais la poche que les kangourous utilisent pour porter leur progéniture? Eh bien la grenouille marsupiale à cornes femelle en a aussi une, sauf qu'elle est sur le dos et qu'elle agit comme une sorte de sac à dos. Elles développent leurs embryons à cet endroit et lorsqu'ils sont prêts à sortir, ils éclosent comme des bébés complets, contrairement aux grenouilles ordinaires qui commencent comme des têtards. Un autre crapaud, le crapaud de la nuit étoilée ou crapaud arlequin. Ils sont noirs et couverts d'une multitude de taches blanches. Perdu pendant 30 ans, il a été découvert en 2019. Imagine-les comme des grands gardes du corps de l'eau pour être exact. Oh, c'est un très gros crapaud sur ton écran. Eh bien, pour le peuple Arhuaco, c'est exactement ce qu'ils sont, des gardiens de l'eau. Ils ont aussi leur propre nom à eux, Guna. Ça ressemble à un fromage. Lorsque les scientifiques les ont retrouvés, ils ont rencontré 30 de ces petites créatures, alors qu'ils n'en attendaient qu'une seule au départ. Quelle belle surprise! Voici un tigre pour toi, bien qu'il ne ressemble pas tout à fait à un tigre classique. Il s'agit du tigre de Tasmanie, qui semblait avoir disparu depuis 1936. Sorti de nulle part, on a commencé à l'apercevoir à l'état sauvage il y a tout juste 5 ans, en 2016. Il ressemble en quelque sorte à un chien plus qu'à un tigre ou à un renard peut-être. Il suffit de bien regarder son museau, peut-être même un mélange des deux. Puis, quelques autres ont commencé à apparaître aussi. Et si tu penses en voir un juste devant toi, mais que tu n'es pas sûr, vérifie s'il a des rayures sur le dos. Ils existent bel et bien, mais sont toujours considérés comme éteints par l'UICN. Ok, imagine un cheval qui semble tout droit sorti d'une scène de film. Tout petit, une fourrure magnifique, très bien élevé. Il est petit, mais ce n'est pas un poney. C'est un cheval caspien. Ils ont une histoire intéressante. Ils ont été découverts par Louise Leylin, qui s'est mariée à un aristocrate en 1957. Ayant déménagé à Téhéran, en Iran, elle n'aimait pas trop le comportement des chevaux là-bas. Alors, elle a pris les choses en main. Elle a pris quelques personnes avec elle et elles sont allées à la montagne de la mer Caspienne. Et là, elles ont trouvé 3 de ces magnifiques petits chevaux. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. Ensuite, un opossum qui a été trouvé dans un endroit inattendu. Devine où? Tu as 3 options possibles. Caché dans une station de ski, dans l'outback australien ou dans la salle de bain d'un appartement. Laquelle choisis-tu?
Tu as 3 secondes. La bonne réponse est une station de ski. Oui, cet opossum s'appelait l'opossum nain des montagnes et il est originaire d'Australie. Jusqu'à présent, il existe 3 populations différentes de ce petit opossum. Mais on le croyait éteint jusqu'en 1966. Il y en a moins de 100 et l'UICN les considère comme étant en danger critique d'extinction. Également originaire d'Australie, la perruche nocturne, un plaisir absolu pour les observateurs d'oiseaux. Très beaux et mystérieux, ces petits bonhommes vivent dans des régions très éloignées. Tu peux probablement compter sur les doigts de ta main le nombre de fois où ces oiseaux ont été vus depuis qu'ils ont été retrouvés en 1979. C'est dire à quel point ils sont rares. As-tu déjà vu un tarsier pygmée? Moi non plus. Ce n'est qu'en 2008 que 3 d'entre eux ont été capturés. Les scientifiques ne veulent pas vraiment perdre à nouveau la trace de leur mouvement, alors ils leur ont donné de tout petits colliers. De cette façon, ils peuvent vivre leur vie aussi heureux que jamais et nous saurons qu'ils sont en sécurité. Le dernier dont je veux te parler est le homard des arbres. Mais comme son nom pourrait te faire penser à tort, ce ne sont pas vraiment des homards. Ce sont juste de grosses bestioles noires avec d'énormes pattes. L'histoire de leur extinction est triste. En 1920, un cargo est resté coincé sur l'île Lord Howe et il y avait des rats à bord. Ces rats se sont enfuis du navire et ont couru directement vers la terre ferme. Même si les homards des arbres sont plus gros que la plupart des insectes, ils sont encore relativement petits comparés aux rats. Les pauvres n'avaient aucune chance. Pourtant, en 2004, la vie a repris son cours pour ces créatures distinctes. 2 scientifiques australiens qui se promenaient sur l'île en ont trouvé 24. Tous vivaient sous un seul arbuste. Hey, s'il y a assez d'espace pour tout le monde, ce n'est pas petit, c'est douillet. Conclusion, il vaut mieux être différent qu'éteint, n'est-ce pas? Les dragons de Komodo sont les plus gros lézards du monde vivant encore à ce jour, et on les trouve principalement en Indonésie. Mais ce n'est peut-être pas de là que viennent ces créatures géantes et effrayantes. Les scientifiques en ont trouvé des fossiles dans l'est de l'Australie, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient environ 4 millions d'années. Ils sont dominants dans la chaîne alimentaire et peuvent chasser de très gros animaux comme les cerfs, les buffles d'eau et les sangliers. En gros, les dragons de Komodo mangent presque tout ce qui se présente à eux. Et comme ils ne sont pas très difficiles en matière d'alimentation, les gens ont longtemps cru que leurs morsures pouvaient être fatales en raison du nombre de bactéries présentes dans leur bouche. En réalité, ils sont l'un des rares lézards venimeux sur Terre. Le gavial ressemble à une créature que tu verrais marcher à côté des dinosaures et se battre pour maintenir son rang dans la chaîne alimentaire à l'époque préhistorique. Ces créatures peuplent notre planète depuis des dizaines de millions d'années. Regarde ce museau long et étroit et ses dents pointues. Leur museau peut sembler bizarre au premier abord, mais il est parfait pour attraper la nourriture qu'ils aiment le plus, le poisson. Mais ce sont aussi de très bons parents, les plus dévoués dans le monde des reptiles. Les femelles pondent leurs œufs dans plusieurs nids proches les uns des autres et les gardent à l'abri de la rivière et des prédateurs potentiels. Lorsque les petits sentent un danger, ils se précipitent vers le gavial le plus proche et souvent, ils grimpent même sur sa tête pour se réfugier de ce qui les poursuit. Ce n'est pas pour rien que l'esturgeon ressemble à un poisson ancien, simple et primitif. Il est présent sur notre planète depuis au moins 250 millions d'années. On en trouve des fossiles partout dans l'hémisphère nord. Il nage surtout dans les grandes rivières et les lacs d'eau douce, mais certaines espèces ont tendance à se rendre dans les océans et ne reviennent dans les lacs et les rivières que lorsqu'ils ont besoin de se reproduire. En moyenne, ils vivent 50 à 60 ans et mesurent jusqu'à 5,5 mètres. Beaucoup d'entre eux sautent hors de l'eau et font un grand plouf que tu peux entendre jusqu'à 1 km de distance. Personne ne sait pourquoi ils font ça. Cela pourrait être la façon dont ils communiquent avec leur père. Le solénodon est un mammifère venimeux avec un corps trapu et des pattes courtes. Il vit dans la région des Caraïbes depuis plus de 70 millions d'années. Il est capable de grimper, mais passe pourtant la plupart de son temps sur le sol. Là, il se déplace en se dandinant et de façon apparemment aléatoire. Mais lorsque c'est nécessaire, il peut courir assez vite sur de courtes distances.
Les solénodons ont un mode de communication particulier. Gazouillis, clics, grincements et couinements. Ils ont des glandes cutanées spécifiques qui leur donnent une odeur de chèvre. La nuit, ils aiment chasser des invertébrés. Ils sondent le sol et les feuilles à l'aide de leur long museau. Il est flexible comme l'articulation de notre épaule, ce qui le rend plus mobile et leur permet d'explorer les crevasses étroites tout en utilisant leurs griffes acérées pour les aider à déchirer les troncs d'arbres pourris. Escargots, lézards, grenouilles, crabes, œufs d'oiseaux, tout ça fait partie de leur menu. La lamproie marine est un ancien poisson parasite qui vit dans l'ouest et le nord de l'océan Atlantique. En raison de la forme de son corps, les gens la qualifient parfois à tort d'anguille lamproie. Cette espèce n'a quasiment pas évolué depuis plus de 340 millions d'années et a connu au moins 4 grands événements d'extinction. Elles ont un sens de l'odorat assez bien développé. C'est pourquoi elles utilisent les odeurs pour communiquer entre elles et se frayer un chemin. Regarde leurs dents, elles en ont au moins 12 rangées disposées en cercle. Une seule narine se trouve au sommet de leur tête. On les surnomme parfois les vampires des mers car elles sucent le sang des autres poissons. Certaines espèces de lamproies sont non carnivores et certaines ne mangent même pas du tout. Elles vivent simplement de l'énergie qu'elles ont emmagasinée à l'époque où elles étaient jeunes et se nourrissaient. Il faut admettre que l'échidné est vraiment mignon, mais il est un peu bizarre et c'est une contradiction ambulante. D'abord, il ressemble à un mélange entre un fourmilier, un blaireau et un porc-épic. C'est un mammifère, mais d'un genre primitif qui pond des œufs. Le seul autre type de mammifère vivant ovipare est l'ornithorynque. De plus, les échidnés sont également classés comme ayant un bec alors qu'ils n'en ont pas vraiment. Ils ont juste un nez charnu qui peut être court ou long. Ils sont couverts d'épines creuses qui sont en fait des poils modifiés. La fourrure entre les épines est ce qui leur permet de s'isoler. Bref, ils ont une apparence très bizarre, mais cela ne les a manifestement pas pénalisés puisqu'ils n'ont pas changé depuis des dizaines de millions d'années. Le Garpic alligator est un animal curieux qui a plus l'air d'être mythique que réel. Ce n'est pas un mélange de carpe et de crocodile et il n'est pas apparenté aux alligators. Mais regarde ses dents pointues et sa tête de crocodile. Il est facile de voir d'où vient son nom. Il a plus de 150 millions d'années et c'est la plus grande espèce de poisson d'Amérique du Nord qui passe presque tout son temps en eau douce. Il peut tolérer l'eau saumâtre et même l'eau salée, mais les marais, les bayous, les lacs et les bassins stagnants des grands cours d'eau restent son terrain de prédilection. Il n'est pas dangereux pour les humains, mais ses œufs sont toxiques. Certains qualifient le bec en sabot du Nil d'oiseau le plus terrifiant du monde. Le titre qu'il pourrait certainement gagner est celui du plus long regard sans sourciller. Ils peuvent rester littéralement immobiles pendant des heures en faisant reposer leur énorme bec contre leur cou. Et leurs yeux dorés semblent dire qu'ils préparent un mauvais coup. Ils sont connus pour leur forte morsure. Ces oiseaux sont peut-être plus apparentés aux pélicans qu'aux cigognes, car leurs organes vocaux sont similaires. Les barbiroussas sont parfois appelés cochons préhistoriques. En langue malaise, leur nom signifie cochon-cerf. Regarde leur corps trapu en forme de tonneau, parfaitement équilibré sur des pattes délicates qui ressemblent effectivement à des pattes de cerf. Les mâles ont de grandes défenses qui poussent vers le haut à travers leur museau et qui, à un moment donné, se recourbent vers la tête. Ils ressemblent un peu à la version porcine d'un orque. Certains dessins de grottes qui les représentent datent de plus de 35 000 ans. Contrairement aux cochons ordinaires, les barbiroussas creusent rarement dans le sol. Il leur manque ce qu'on appelle un os rostral dans leur nez. C'est l'os qui maintient le museau stable et rigide. Sans lui, ces animaux ne peuvent pas percer la terre dure. La salamandre géante de Chine est une créature à l'allure amusante qui parcourt notre planète depuis 170 millions d'années déjà. Il s'agit du plus grand amphibien du monde. Elle peut même être plus grande qu'un humain, jusqu'à 1,83 m de long pour un poids de 50 kg. Sa queue peut représenter plus de la moitié de la longueur de son corps. Il est difficile de la remarquer car sa couleur spécifique l'aide à se fondre dans le fond des rivières où elle vit habituellement. Au premier abord, le tuatara peut ressembler à un iguane ordinaire, mais c'est littéralement un fossile vivant, puisqu'il existe depuis environ 250 millions d'années. Même son corps témoigne de son histoire ancienne. Il a un troisième œil primitif sur le dessus de la tête.
Il est difficile à voir, surtout parce que certains tuatara sont recouverts d'écailles. Les scientifiques pensent que c'est une sorte d'ancien capteur de lumière que les reptiles utilisaient pour régler leurs fonctions biologiques saisonnières et quotidiennes. Les tuatara peuvent aussi entendre les sons, même s'ils n'ont pas d'oreille externe, comme les reptiles modernes. Les poissons entendent d'ailleurs les sons dans l'eau de façon similaire. Les méduses sont présentes sur notre planète depuis plus de 500 millions d'années. Oui, cela signifie qu'elles sont plus vieilles que les premiers dinosaures de 250 millions d'années. Mais leur corps est mou et presque entièrement composé d'eau, donc leurs fossiles sont très rares. Le plus ancien a été découvert dans l'Utah et avait 505 millions d'années. Une espèce de méduse est pratiquement immortelle. Lorsqu'elle est confrontée à une forme de stress environnemental, qui signifierait la fin de la vie pour d'autres méduses, celle-ci peut simplement rajeunir et redevenir une minuscule boule de tissu. Puis, elle se développe à nouveau, recommençant sa vie à zéro. Quand on parle d'extinction, on pense généralement aux dinosaures qui ont eu ce rendez-vous malencontreux avec un énorme astéroïde et ont disparu de la surface de la Terre. On ne pense pas à notre espèce, qui pourrait pourtant disparaître dans un avenir proche. Ce que nous oublions aussi, c'est que notre planète a connu non pas une, mais 5 extinctions massives au cours du dernier demi-milliard d'années. Et nous nous approchons peut-être de la 6e, où l'une des espèces qui risque de disparaître est l'homme. La première grande extinction de masse s'est produite il y a environ 440 millions d'années, pendant la période de l'Ordovicien. À l'époque, la vie était surtout florissante dans les océans et le long des côtes, et la biodiversité se comptait en milliers d'espèces différentes. Des trilobites, des scorpions de mer et toutes sortes de mollusques à l'aspect bizarre ont caractérisé cette ère. Mais ensuite, la température autour de la planète a commencé à baisser. Les zones climatiques globalement chaudes sont devenues de plus en plus froides, jusqu'à ce que les océans soient recouverts d'épaisses couches de glace. La plupart des espèces marines n'étaient pas prêtes pour des changements aussi brusques. Imagine un trilobite nageant sereinement au fond de la mer qui se heurte soudain à un glacier, comme si tu vivais toute ta vie dans un bungalow de plage pour te retrouver un jour dans un igloo. L'événement a été baptisé glaciation de l'Ordovicien supérieur, et il a conduit à l'extinction massive du même nom. Plus de 60% de toutes les espèces qui vivaient à cette époque ont disparu. Il n'est resté que des fossiles anciens que les paléontologues ont découverts des centaines de millions d'années plus tard. Personne ne sait encore exactement ce qui a provoqué la baisse de température à l'époque. La principale théorie est que les niveaux de CO2 dans l'atmosphère ont fortement diminué. Cela a entraîné un refroidissement de toute la surface de la Terre. Mais les raisons d'un tel effondrement font encore l'objet de débats. Toutefois, cela n'a pas été le pire événement d'extinction massive de l'histoire de notre planète. Bien que plus de la moitié de toutes les créatures vivantes aient été anéanties, la biodiversité sur Terre s'est rétablie au cours des 5 millions d'années suivantes. La vie a repris ses droits, jusqu'à ce qu'une autre catastrophe survienne. En l'espace de 20 à 25 millions d'années, il y a 375 à 350 millions d'années environ, plusieurs événements d'extinction se sont produits. C'était comme des impulsions qui ont endommagé de nombreuses espèces marines. Les arthropodes, comme les scorpions et les acariens, de nombreuses espèces de poissons, dont les requins, tous ont décliné. Au total, plus de 75% de tous les êtres vivants ont disparu à l'époque. Et ils se trouvaient principalement dans les océans. Les raisons de ces événements sont encore plus floues que celles de l'extinction massive de l'Ordovicien supérieur. La plupart des scientifiques pensent maintenant que ces vagues d'extinction ont été causées par des changements du niveau de la mer et un manque d'oxygène dans les océans. De nombreuses plantes ont rapidement migré vers la terre ferme et se sont adaptées à la vie hors de l'eau. Et comme elles étaient la principale source d'oxygène dans l'océan, tous ces poissons et scorpions de mer ont eu une très mauvaise surprise. La croissance florissante des plantes sur Terre a également absorbé une grande partie du CO2 de l'atmosphère et l'a enrichi en oxygène à la place. Cela a entraîné une nouvelle chute brutale des températures. Et bien qu'aucune période glaciaire n'ait suivi, de nombreux animaux terrestres n'ont pas su s'adapter aux nouvelles conditions. L'ironie du sort est que la majeure partie d'entre eux venaient juste de ramper sur la terre ferme depuis l'océan, à la recherche d'un environnement plus propice. Ce n'était que la première vague cependant. Les raisons de la deuxième, qui est survenue plusieurs millions d'années plus tard, sont encore inconnues.
Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir eu des éruptions volcaniques massives ou même des chutes de météorites, mais ce ne sont que des hypothèses. Puis, une autre centaine de millions d'années a passé sans trop de problèmes. Le nombre d'espèces a augmenté et diminué, les créatures ont évolué et disparu, mais le cycle de la vie a continué. Jusqu'à il y a environ 250 millions d'années, lorsque le troisième événement d'extinction massive s'est produit. Il s'est produit pendant la période permienne, la dernière période de l'ère paléozoïque. Et il a été si catastrophique qu'il avait toutes les chances de devenir la dernière extinction de masse sur notre planète. Les scientifiques ne savent toujours pas précisément ce qui a provoqué l'élimination d'autant d'espèces, mais le fait est qu'environ 96% de toutes les créatures vivantes du monde ont disparu. Une théorie suggère que les volcans ont commencé à être trop actifs. Ils ont rejeté des millions de tonnes de méthane et de basalte dans l'atmosphère. Les frappes d'astéroïdes pourraient aussi avoir ajouté aux dégâts. Le ciel était littéralement couvert de nuages sombres de cendres. Les proto-mammifères et les reptiles ont essayé de se cacher de cette brume noire et grise, mais elle était partout. C'était comme se cacher de l'air lui-même. Un autre coupable aurait pu être les microbes qui aimaient ces environnements riches en méthane. Ils auraient pu se répandre rapidement dans les océans et étouffer littéralement les restes de formes de vie marine qui s'y trouvaient. Mais quelle que soit la raison, l'événement d'extinction massive du Permien a été le plus massif et le plus destructeur de tous les 5 grands. Toute vie sur notre planète aurait pu s'éteindre à ce moment-là. Mais les 4% qui ont persisté ont fini par se répandre sur Terre et ont relancé une nouvelle ère. Cette fois, ils ont mené une vie paisible pendant seulement 50 millions d'années. Et puis, boum, la 4e grande extinction de masse a frappé. Elle était différente, cependant, et a lentement traversé la planète au cours des 18 derniers millions d'années de la période triasique. L'extinction s'est produite en de nombreuses et courtes impulsions, anéantissant plusieurs espèces à la fois. Un léger changement de climat par-ci, une brusque chute de température par-là, et les animaux et poissons ont été bouleversés. La raison principale en est encore une fois l'activité volcanique de l'époque. Des montagnes ardentes ont recommencé à cracher des cendres et du gaz, faisant baisser le niveau d'oxygène et étouffant la vie. Les gaz et autres substances rejetées par la bouche des volcans ont à nouveau modifié le climat de la Terre. Le niveau des mers a augmenté à cause de cela, et certains chercheurs pensent que même les niveaux de pH ont été modifiés. Cela signifie que les créatures marines qui étaient habituées à nager paisiblement dans des eaux alcalines se sont soudainement retrouvées à essayer de survivre dans un environnement acide. En plus de provoquer des vagues d'extinction, ces changements ont également marqué le début de l'ère des dinosaures. Elle n'a pas commencé du jour au lendemain, bien sûr. Certaines espèces ont évolué et se sont lentement transformées en ces animaux puissants dont nous avons tant entendu parler. Leur extinction a été la dernière des 5 grandes, et certainement la plus connue. Il y a environ 65 millions d'années, alors que les dinosaures régnaient encore sur la Terre et les océans, un énorme astéroïde venu de l'espace s'est écrasé sur la Terre. L'impact a été si puissant qu'il a laissé un énorme cratère dans la péninsule du Yucatan et l'explosion a propulsé des milliards de tonnes de débris dans les airs. Les dinosaures qui vivaient loin de la zone d'impact ont levé la tête et ont vu des nuages noirs bloquer le soleil. Ces nuages sont restés pendant des années, faisant chuter radicalement les températures. En plus du froid qui a suivi, l'astéroïde a heurté une roche carbonatée qui contenait beaucoup de matériaux inflammables. L'impact a provoqué une explosion. Les produits chimiques se sont mélangés dans l'air et ont produit de l'acide sulfurique. Et cet acide est retombé sous forme de pluie, modifiant le pH des océans. Les créatures aquatiques, qui étaient de nouveau habituées à des eaux plus alcalines, ont de nouveau souffert de l'acidité. Les changements ont été brusques et sévères. Environ 75% de tous les animaux et plantes se sont éteints en quelques années, incapables de survivre aux nouvelles conditions hostiles de la planète. Mais certains ont persisté. Beaucoup d'entre eux étaient des reptiles comme les crocodiles et les tortues qui ont réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, ayant presque la même apparence qu'à l'époque des dinosaures. D'autres étaient des mammifères qui avaient vécu dans l'ombre des puissants dinosaures et s'en cachaient dans des coins sombres. Mais après que ces géants ont disparu, ils ont pu prospérer, donnant naissance à l'ère cénozoïque, celle dans laquelle nous sommes encore. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être en train d'assister à la 6e grande extinction de masse.
Selon les scientifiques, avec l'évolution des humains, beaucoup de plantes et d'animaux différents ont disparu de la surface de notre planète pour ne jamais revenir. La bonne nouvelle, c'est que les extinctions de masse se sont toujours produites sur une période de plusieurs millions d'années. Donc nous avons peut-être encore le temps de nous préparer et de réagir. Aujourd'hui, je vais te parler de créatures qui avaient des caractéristiques uniques, leur permettant d'atteindre des tailles incroyables. Elles font partie des animaux les plus impressionnants qui aient jamais existé sur notre planète. L'Argentinosaurus est un genre de dinosaure sauropode qui vivait il y a environ 94 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait de l'un des plus grands animaux terrestres de tous les temps, avec une longueur pouvant atteindre 30,5 mètres et un poids pouvant aller jusqu'à 100 tonnes. Un fermier est tombé sur un os de jambe géant alors qu'il s'occupait de son bétail. C'est ainsi qu'il a découvert les premiers fossiles de l'Argentinosaurus en Argentine en 1987. Des fouilles plus poussées ont permis de découvrir d'autres ossements, révélant un dinosaure massif qui aurait éclipsé la plupart des autres animaux de son époque. Le Spinosaurus, qui signifie lézard à épines, est un genre de dinosaure théropode qui vivait il y a environ 112 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. On pense qu'il s'agissait de l'un des plus grands dinosaures carnivores ayant jamais existé, avec une longueur allant jusqu'à 18,3 mètres et un poids allant jusqu'à 23 tonnes. Le Spinosaurus est connu pour la structure allongée de son dos qui ressemble à une voile. Elle servait probablement à la thermorégulation. Il possédait également de longues mâchoires, semblables à celles d'un crocodile, garnies de dents acérées. Cela lui permettait d'attraper et de manger de grosses proies, comme des poissons, des crocodiles et d'autres dinosaures. Les premiers fossiles du Spinosaurus ont été découverts en Égypte en 1912. Le grand cachalot est une espèce de baleine à dents qui est le plus grand prédateur à dents de la planète. Il possède également le plus grand cerveau de toutes les espèces animales. On le trouve dans les océans du monde entier et il peut plonger jusqu'à 2133 mètres de profondeur à la recherche de nourriture. Les grands cachalots se reconnaissent facilement à leur tête massive, en forme de bloc, qui peut mesurer jusqu'à un tiers de la longueur totale de leur corps. Leur peau est brun foncé ou gris-bleu et ils ont un aspect ridé caractéristique. Le Titanoboa est un genre éteint de serpents géants qui vivait il y a environ 60 à 58 millions d'années. Il est considéré comme le plus grand serpent connu à ce jour. Il pouvait atteindre 12,8 mètres de long et pesait environ 1134 kg. Les premiers fossiles du Titanoboa ont été découverts dans une mine de charbon en Colombie en 2004. Cette découverte a été très importante, car elle a permis de mieux comprendre la taille et le comportement des serpents à l'époque du Paléocène, ainsi que le climat et l'écosystème de l'époque. La baleine bleue, Balaenoptera musculus, est le plus grand animal de la planète, mesurant jusqu'à 30,5 mètres de long et pesant jusqu'à 200 tonnes. Ces mammifères marins vivent dans les océans du monde entier et peuvent vivre jusqu'à 90 ans. Les baleines bleues ont un corps long et fuselé, généralement de couleur bleu-gris avec des motifs tachetés. Elles possèdent une petite nageoire dorsale et 2 nageoires pectorales qui font environ un tiers de la longueur de leur corps. Les rorquals bleus se nourrissent de minuscules créatures ressemblant à des crevettes, appelées krill, et ils en mangent beaucoup. Un seul rorqual bleu adulte peut manger jusqu'à 3630 kg de krill en une journée. Le Lidzictis est un genre éteint de grands poissons osseux qui vivaient pendant la période jurassique, il y a environ 165 à 155 millions d'années. On pense qu'il s'agit de l'un des plus grands poissons ayant jamais existé. Selon certaines estimations, il aurait pu atteindre une longueur de 15 à 17 mètres. Les premiers fossiles de Lidzictis ont été découverts en Angleterre au XIXe siècle. Et des découvertes plus récentes ont été faites dans d'autres régions d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Malgré sa taille gigantesque, le Lidzictis était un filtreur, semblable au requin-baleine actuel, et se nourrissait probablement de plancton et d'autres petits organismes. Pour ce faire, la créature nageait simplement avec son énorme bouche ouverte, filtrant l'eau à travers ses branchies. Le Ptérodostro est une espèce éteinte d'oiseaux ressemblant à des flamants roses qui vivaient il y a environ 70 à 35 millions d'années.
Il s'agissait d'oiseaux relativement petits, d'une envergure d'environ 60 à 90 cm, connus pour leur bec long et étroit, équipés de structures en forme de peigne, utilisées pour l'alimentation par filtrage. Le ptérodostro vivait dans des étendues d'eau peu profondes, comme les lacs et les lagunes, et se nourrissait principalement de petits crustacés et d'autres organismes minuscules. L'animal les filtrait de l'eau à l'aide des structures en forme de peigne situées à l'intérieur de son bec, tout en nageant dans l'eau. L'éléphant d'Afrique est le plus grand animal terrestre de la... Lorsque nous observons des créatures du règne animal, nous avons souvent la pensée suivante. Si elles ont des traits similaires, elles doivent être liées d'une manière ou d'une autre. Les zèbres, les chevaux et les chameaux doivent avoir un ancêtre commun. Il en va de même pour les chiens et les chacals. Quelque part dans leur lignée, ils doivent avoir un arrière grand loup en commun, non? Eh bien, la façon dont l'évolution fonctionne dans la nature est bien plus complexe. Prends par exemple l'évolution convergente, c'est-à-dire lorsque différentes créatures évoluent indépendamment les unes des autres, mais finissent par avoir des traits similaires. Il suffit de regarder les requins et les dauphins pour voir comment cela fonctionne. À première vue, ils se ressemblent beaucoup. Des créatures aquatiques dont certaines espèces ont à peu près la même taille. Mais il s'avère qu'ils n'ont pour la plupart aucun lien entre eux. Les requins sont des poissons, ils se reproduisent en pondant des œufs et ont évolué de façon à posséder la capacité de renifler le sang dans l'eau pour se nourrir. Les dauphins, eux, sont des mammifères. Ils sont amicaux et ont une vie sociale bien plus intéressante. Prends les grands dauphins, qui ont leur propre sifflement spécifique et qu'ils utilisent de façon similaire à la façon dont les humains s'appellent par leur nom. Non seulement ils développent ce type de sifflement pour se présenter aux autres dauphins, mais ils peuvent aussi apprendre d'autres noms de ce type pour mieux communiquer entre eux. Bien sûr, les requins et le dauphin ont un ancêtre commun. Mais celui-ci vivait dans les océans il y a près de 300 millions d'années. On peut dire que les dauphins et les requins ne sont même plus cousins de nos jours. Un autre exemple plus choquant d'évolution convergente est celui des baleines et des chauves-souris. La plupart des créatures qui nous viennent d'abord à l'esprit utilisent la lumière et la vue pour comprendre le monde qui les entoure. Mais il existe un exemple spécifique de créatures qui s'appuie sur le son pour se faire une idée de leur environnement. Ce qu'elles font, c'est qu'elles émettent un son qui rebondit vers elles en fonction des objets qu'ils frappent. Cette capacité s'appelle l'écholocation. Les animaux qui jouissent de cette caractéristique émettent des sons à des fréquences qui échappent à l'oreille humaine, appelées ultrasons. Ces ondes sonores rebondissent sur les objets pendant qu'elles se déplacent, ce qui leur permet de savoir où ces derniers se trouvent dans un certain espace. L'écholocation est surtout utilisée par les baleines à dents et par certaines espèces de chauves-souris. Ce que ces deux animaux ont en commun, c'est qu'ils ont besoin de chasser dans l'obscurité. Mais toutefois, ils écholocalisent de manière très différente. Les chauves-souris, par exemple, utilisent leur gorge pour générer des ultrasons à partir de leur bouche ou de leur nez. Elles procèdent ensuite à l'écoute des changements dans les échos produits. Leur écolocalisation est si fine qu'elles peuvent distinguer des cibles distantes de moins d'1/4 de millimètre, même si leur cible est en mouvement. Les baleines, quant à elles, écolocalisent en poussant de l'air dans leur cavité nasale. Ce mouvement crée des vibrations dans un organe gras appelé le melon. Cet organe concentre et module le son, qui passe ensuite dans l'eau autour de la baleine. Les baleines captent ensuite les réflexions de ces sons par leur mâchoire inférieure et autour des oreilles. Un autre exemple frappant de convergence évolutive est celui des ichthyosaures et des dauphins. Visuellement, les poissons lézards du Mésozoïque, appelés ichthyosaures, semblent très similaires aux dauphins modernes. Mais ces sympathiques mammifères sont bien plus apparentés aux girafes et aux chameaux qu'à ces créatures d'un autre âge. Malgré les 200 millions d'années qui les séparent, ils partagent certains traits communs qui laissent croire aux gens qu'ils appartiennent à la même espèce. Mais c'est surtout parce qu'ils vivaient dans le même environnement. Ils ont tous deux évolué pour présenter des nageoires dorsales qui leur permettent de rester en équilibre lorsqu'ils nagent. Examinons maintenant les phytosaures et les crocodiles. Les premiers étaient des reptiles qui parcouraient la Terre à l'époque du Trias. Ce n'étaient pas des dinosaures, mais ils ont vécu à la même époque que les premiers dinosaures. Même s'ils se ressemblent beaucoup, les premiers crocodiles sont apparus plus de 70 millions d'années plus tard, à la période du Crétacé. Ces deux espèces ont même confondu les paléontologues au début.
On a d'abord supposé que les phytosaures étaient les ancêtres des crocodiles. Les placodontes et les tortues se ressemblent aussi. Les placodontes sont apparus à peu près en même temps que les dinosaures, il y a environ 235 millions d'années. Tout comme les tortues modernes, ils vivaient dans des environnements marins, mais ils étaient entourés de prédateurs. Ils ont donc évolué pour avoir des carapaces très solides afin de se protéger. Les tortues, elles, sont entrées en scène environ 100 millions d'années plus tard. Même nos chats modernes ont un sosie ancien. On les appelait les sparasodontes, mais il s'agissait de marsupiaux carnivores. Ils vivaient en Amérique du Sud et ressemblaient à un tigre à dents de sabre, aujourd'hui éteint. En parlant de tigre à dents de sabre, que penses-tu d'un spécimen qui serait apparenté au kangourou? Oui, cette créature parcourait librement la Terre il y a environ 3 millions d'années. Le Thylacosmilus ressemblait peut-être à un félin, mais c'était un marsupial. Ce qui signifie qu'il avait une poche ventrale dans laquelle il portait ses petits pendant une certaine période après leur naissance, comme le font aujourd'hui les kangourous et les opossums. Il est difficile d'estimer à quoi il ressemblait, puisqu'un squelette complet n'a jamais été retrouvé. Mais nous savons qu'il pesait entre 80 et 120 kilos. Lorsque nous nous représentons un éléphant d'aujourd'hui, nous l'imaginons toujours avec ses défenses qui dépassent vers le haut. Eh bien, ce n'était pas ainsi que ça se passait chez leurs ancêtres. Il y a environ 20 millions d'années, vivait une créature préhistorique ressemblant à un éléphant, appelée Deinotherium. Toutefois, ces deux défenses étaient courbées vers le bas à partir de la mâchoire. Comme pour de nombreuses autres créatures préhistoriques, nous ne savons pas pourquoi ils avaient cette caractéristique dans l'autre sens, mais une théorie suggère qu'ils les utilisaient comme des ancres. En s'accrochant aux berges des rivières, ils pouvaient dormir en toute sécurité sans dériver. Le dernier thylacine, ou loup de Tasmanie, est décédé au début du XXe siècle. Leur extinction a été l'un des événements naturels les plus tragiques des temps modernes. Au cours des 2000 dernières années, on n'en a retrouvé que sur l'île en question. Malgré leur nom, ils ressemblaient plus à des renards qu'à des loups. Cependant, les thylacines étaient des marsupiaux, et non des mammifères placentaires comme les renards. Le wallaby de Gray était l'une des créatures les plus majestueuses qui ait jamais vécu. On en trouvait autrefois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils étaient très semblables aux kangourous et avaient une fourrure fine avec des bandes changeantes de gris plus foncé et plus clair sur le dos. Étonnamment, on les a surnommés « face de singe », mais ils n'avaient aucun lien avec les singes modernes, si ce n'est qu'ils étaient tous deux des mammifères. Ce qui les rendait si particuliers, c'était leur façon de se déplacer. Leur mouvement standard consistait en 2 petits sauts, suivis d'un long. Après cela, le wallaby se contentait de fixer le ciel. Mais ne te méprends pas, le wallaby de Gray était extrêmement rapide. Les femelles étaient généralement plus grandes que les mâles, et il semble qu'ils aient été des animaux assez sociables, capables de s'attacher particulièrement à un certain endroit. Ils étaient également nocturnes. Les iraconodontidae et les chevaux partagent beaucoup de caractéristiques similaires. Mais les iraconodontidés existaient à l'époque de l'Éocène et de l'Oligocène. Et ils se sont éteints il y a environ 23 millions d'années. Dans tout leur groupe, ils présentaient des espèces diverses et étaient de tailles très différentes, du petit poney au colossal Paraceratherium, qui est l'un des plus grands mammifères terrestres à avoir jamais existé. Les chevaux modernes sont toutefois apparus il y a environ 2 millions d'années. Faisons une petite expérience ensemble. Commence par étirer ton bras. Si tu devais tracer une ligne du bout de tes doigts à ton épaule, elle mesurerait environ 70 cm. Essaye maintenant d'imaginer un insecte avec une telle envergure d'aile. Détends-toi, tu n'auras pas besoin d'une énorme bombe anti-moustique. Ils ont disparu. Mais le gigantesque Meganeuropsis a bel et bien vécu il y a environ 250 à 300 millions d'années. Cependant, il ressemblait très probablement aux libellules actuelles, même s'il n'était pas techniquement apparenté. Les scientifiques ont compris qu'ils n'étaient pas de vraies libellules en raison des différences dans les nervures de leurs ailes. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi ces insectes sont devenus si grands. Certains pensent que les insectes sont limités en taille à cause de la faible quantité d'oxygène qu'ils sont capables d'absorber. À l'époque où ces insectes parcouraient la Terre, les niveaux d'oxygène dans notre atmosphère étaient beaucoup plus élevés. Cela pourrait donc être une explication. D'autres spécialistes pensent qu'ils sont devenus si gros parce qu'il n'existait pas d'autres prédateurs assez grands pour s'en prendre à eux.